y est, nous sommes en direct. Alors, qui est là? Est-ce que Philippe est là? Salut, salut tout le monde. Salut, salut, salut. Salut Tali. Salut Kélia, Tichou. Elodie, Emilia, salut, salut. Salut Barbie, Barbie 97 Mafia, salut Johan. Salut, 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 salut Mimine, Béa, coucou. Salut tout le monde. Ah, ça fait trop plaisir. Salut Mel. Salut Aurélie, salut Flo. Salut, salut, salut. Ah, je suis trop contente. Salut Linda. Alors, Philippe est là. Cool. Bon, on va commencer direct. On va commencer ce live. Seul versus célibataire. Alors, est-ce que... Cool, salut. Ça va? Ça va très bien, et toi? Très bien. Tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement bien. Nickel. Je t'entends aussi très très bien. Là, je vois qu'il y a tout le monde qui arrive. On est une cinquantaine déjà, donc c'est trop trop cool. On laisse le temps aux gens de se mettre en place. Comment s'est passée ta semaine? Ouf, une semaine ardue, difficile. C'est le retour de ce confinement un peu entre les deux. Plus toi, tu dois bien savoir, Ouais. vu ton métier. Tu sais, Alors moi, je suis encore à la maison. t'es encore à la Moi, je suis encore maison? à la maison. Non, c'est chaud. C'est chaud. Moi, vu que je suis commercial, il faut créer de l'humain. Mais sans voir les gens, c'est très difficile. Il y a des projets qui se font. On partira bientôt en vacances. On doit tout finir avant que tout le monde s'en aille. Mais pas facile quand tu as l'habitude en fait, de régler les trucs à un café ou à un restaurant. Alors bon, on essaye, hein, mais bon, on pousse. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est un nouveau monde dans lequel on rentre en Exact. fait. Hmm. Et à Paris, ça se passe comment le déconfinement? C'est comment en ce moment? Alors je dirais c'est intéressant parce que les chiffres sont OK, sont pas mauvais du tout. Mais quand tu regardes les choses, on aurait dit qu'il n'y avait pas jamais eu de confinement à part les masques. Effectivement, beaucoup de gens sont Ouais. masqués, un peu appréhensifs. Mais à part ça, les gens se collent, les terrasses sont pleines, les restos sont pleins. Enfin, c'est à Paris, La on était. distanciation, on ne connaît pas. Non, non, les gens se vengent. Donc, les chiffres sont OK, donc croisons les doigts pour que ça dure. Ok. Mm. Donc, je t'ai demandé, après avoir lu ton post qui parlait de solitude et de célibat, parce que j'ai trouvé en fait que c'était une vidéo. J'ai trouvé que tu abordais le sujet superbement bien, que tu apportais quelque chose à ce débat. Et c'est vrai qu'on parle de solitude ou on parle de célibat, mais c'est vrai qu'on ne parle pas des deux, alors que souvent, je trouve qu'on fait l'amalgame, C'est que ça. les gens mélangent un petit peu ces deux termes. Et je me suis dit que ce serait peut-être sympa qu'on en parle, que toi, tu nous parles de ton expérience OK. au niveau de la solitude ou des célibats et qu'on parle voilà, de tout ce que ça englobe, forcément l'amour, les relations et de ta vision des choses, surtout que c'est très rare que les hommes parlent de ça. Mhm. Donc qu'un homme ose en parler, je trouve vraiment ça cool. Et Ouais. puis, moi, si tu me le permets, je te donnerai aussi mon avis là-dessus. Bien sûr, évidemment. On est là pour la discussion. Déjà, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir pris le temps de donner ton avis sur cette vidéo. Euh, En fait, si on devait prendre la genèse, l'origine de la vidéo, c'est vraiment que, tu sais, genre, à cause du confinement, il y a eu une vraie, je dirais, une consommation vraiment intense des réseaux sociaux pour s'informer, se divertir, s'éduquer. Et j'ai été dans cette vague où, du coup, j'ai passé énormément de temps sur les réseaux sociaux pour apprendre des nouvelles choses, rencontrer des nouveaux gens. Et surtout sur TikTok, en fait. Et un des trucs sur TikTok que j'ai remarqué le plus, c'est que, en fait, TikTok est reconnu comme étant cette nouvelle plateforme de rencontres. Alors que c'est absolument Alors qu'à la pas. base, c'est pas Ouais, ça. mais c'est insupportable. La plateforme est utilisée par tout le monde. Et même, du coup, j'ai rencontré des gens sur TikTok qui m'ont dit, ah ouais, j'ai rencontré ce gars sur TikTok, je vais bientôt vivre avec lui. J'ai dit quoi? J'ai dit, comment c'est possible? C'est censé être une plateforme. L'application, elle a un mois seulement. Elle a les gens, ils sont dessus depuis 2 mois et voilà, des gens qui étaient dans des villes différentes, ils disent c'est bon, on se met ensemble et tout. Et du coup, ça m'a fait un petit peu creuser la question. Euh,
du coup, je cherchais un petit peu ce phénomène. Et effectivement, il y a ce vrai phénomène qu'il y a de plus en plus de personnes âgées sur TikTok. Et par contre, les personnes âgées, eux, ils le disent, bah, moi, je suis seul, moi, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, je suis là pour un petit peu participer à cette vague qui disent 40 ans et plus, 50 ans et plus, 30 ans et plus, parce que normalement, TikTok, c'est pour les adolescents, mais c'est plus le cas. Et du coup, cette résurgence, je dirais, de personnes d'un certain âge, en fait, euh, qui utilisaient cette plateforme en termes comme une plateforme de rencontre, une plateforme de lien et de liant, ça m'a franchement étonné. Mais en même temps, je comprends parce que étant moi-même, et comme tu l'as dit, enfin, un homme qui parle de ça, parce qu'en fait, c'est pour que les gens qui sont là, qui nous regardent, aient un petit peu de perspective, je me suis marié à 27 ans avec quelqu'un avec qui j'étais en couple pendant 6 ans. Et on est du coup parti aux Émirats Arabes Unis comme ça. Et on s'est marié pour partir, en fait. On ne s'est pas marié parce qu'on avait un projet commun. Et du coup, notre mariage a duré 2 ans et demi. Et il a échoué misérablement. Et donc, j'ai vu ça comme un échec personnel. Parce que quand on se marie, c'est pas, on ne part pas dans l'aventure en se disant on va divorcer. On y part en se disant ben, on va réussir. Et du coup, j'ai pris ça Même comme un si très, les très chiffres dur. le disent. Voilà. C'est ça qui est Même triste. si les chiffres le disent, à la base, nous, on ne se le dit pas. C'est ça en fait. On se dit, ah non, on va battre les chiffres en fait. C'était même ça avec mon ex-femme. On s'est dit, on va battre les statistiques. On ne fera pas partie des 50% qui divorcent. Ah ben non, malheureusement, on en faisait partie. Et je pense que cette ouverture et je dirais cette connexion avec ces sentiments a été faite surtout parce qu'en fait, avant le divorce, on a vu un conseiller matrimonial et ça c'était à ma demande parce que j'avais besoin d'un avis extérieur sur la question. Et du coup, pendant toute cette période, avant le divorce, on s'est placé dans le point de vue de quels sont les sentiments et de ce qu'on avait besoin en termes de communication, en termes d'apport personnel à la relation, en termes de projet, de vision du projet. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait en fait moi j'étais là et elle était là en fait. C'était hallucinant. Et c'est ce qui a du coup entraîné le divorce. Et par la suite, les papiers du divorce n'étaient même pas signés, que du coup, je me suis mis avec quelqu'un. Donc on était déjà séparés depuis longtemps. Le divorce avait commencé, on avait pris les avocats, c'était pas là. Mais je m'étais déjà remis avec quelqu'un justement par solitude. Parce que justement, je me disais, est-ce que je veux encore quelque chose? La personne m'a dit les mots que j'avais besoin d'entendre. Et du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, quelqu'un qui me voit, en fait. Et je me suis mis avec cette personne, et cette personne s'est trouvée compte, en fait, qu'elle a essayé de me prendre de l'argent. Elle a feint une grossesse, et en disant, je pars de ta vie si tu me donnes 5 000 euros. Enfin, une histoire de fou, une histoire de taré. Et depuis cette histoire, je me suis dit, Philippe, dans la situation dans laquelle tu te trouves, où tu es en bonne santé, tu as de l'amour à donner, tu as une perspective sur le monde, tu as fondamentalement quelque chose à offrir à la personne avec qui tu décideras d'être en partenariat, arrête tout et accepte que tu vaux quelque chose. Et c'était ça un peu le message de la vidéo, qui était de dire que nous valons quelque chose, et dans la mesure où nous valons quelque chose, nous ne pouvons pas donner cette valeur gratuitement, cette valeur, je dirais, de façon folle, en disant non, je veux juste de la compagnie, alors qu'en fait, on mérite un partenaire de vie. On mérite bien plus que juste de la compagnie. Donc, c'était ça un petit peu la genèse de la vidéo. Oui. Alors, moi, j'ai 2 questions par rapport à ce que tu disais. Déjà, première question, est-ce que pendant que tu étais mariée, tu t'es sentie seule? Parce que finalement, on parle de ça. Et des fois, on fait l'amalgame parce qu'on a l'impression que être seul, c'est forcément l'être de manière physique. Alors que des fois, ben non, ou des fois oui. Mais est-ce que tu t'es sentie seule alors que tu étais mariée? Alors ça, c'est une question extrêmement puissante. Ben, en fait, je ne me suis jamais senti aussi seul que pendant les 7 derniers mois du mariage. Jamais. C'est ça qui est dingue. C'est dingue. C'était de la folie d'être dans le lit d'une personne que tu as choisie et de sentir seul. Je pense que c'est la plus grande douleur, la plus grosse déchirure que quelqu'un peut en prendre. Parce que tu te sens prisonnier. Tu es littéralement prisonnier. Et est-ce que... Vas-y, continue. Non, vas-y. Est-ce que justement, tu penses que cette solitude fait qu'on s'attache, on essaie de s'attacher à des choses qui peut-être même n'existent plus, mais qu'on se dit on va recréer quelque chose, c'est pas possible justement d'être avec quelqu'un, comme tu dis si bien, qu'on a choisi, et d'être vide
d'avoir ce sentiment de solitude? Est-ce qu'on se raccroche finalement à des choses qui n'existent plus juste pour ne plus être seul? Alors ça, Ou ne plus ressentir cette solitude plutôt. c'est un vrai bon point. Alors, je ne pourrais pas parler en général, je pourrais juste parler de mon expérience. Bien sûr, de toute expérience. C'est juste. Alors, dans mon sens, en fait, c'était plutôt le contraire. Je ne m'attachais plus à rien. En fait, j'étais vide à l'intérieur, complètement. La D'accord. seule chose qui me faisait fonctionner, c'était surtout qu'à l'époque, de mon mariage, parce que c'était un peu risqué, hein, vivre aux Émirats, c'est une expérience un peu sans filet, parce qu'on n'a pas de sécurité sociale. Alors, certes, on ne paye pas d'impôts, mais on n'a rien, en fait. Donc, il faut faire extrêmement attention à sa santé financière là-bas. Un chèque refusé t'emmène en tôle en fait. Ça va très très vite là-bas. Donc je me basais seulement sur le fait qu'on va survivre. Donc c'était une espèce de survie sociale. Et je ne pensais qu'à ça. Donc je ne pensais qu'à est-ce qu'on aura de quoi payer les loyers, est-ce qu'on aura de quoi faire ci, est-ce qu'on aura de quoi faire ça. Et fondamentalement, ça m'a rendu acariâtre parce que du coup, humainement, je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien. Je ne m'attachais justement plus à rien et plus à personne en fait. Et ça m'a rendu très, très, très énervé à tel point que justement au travail, j'explosais au visage de tout le monde pour tout et n'importe quoi. C'était indécent à un point où au travail, mes supérieurs ne voulaient plus que je me mette devant des clients parce qu'ils avaient l'impression que j'étais une bombe à retardement et ils avaient raison. Ils avaient franchement raison. Donc, ça avait transpiré à travers tout, cette solitude du coup. Donc, est-ce que j'essaie de m'attacher à quelque chose? Je ne sais pas. C'était vraiment un cercle autodestructeur. Et puis plutôt destructeur en fait, de protection, parce que je voulais que plus personne me touche en fait. C'était très bizarre. Je voulais être avec personne, mais en même temps j'étais seul à l'intérieur. Je Mais tu vois, c'est disparaissais. dingue ce que tu dis. C'est dingue ce que tu dis parce que tu dis je ne voulais plus que personne me touche, sauf que ta première action après le divorce, c'est directement te mettre avec quelqu'un. C'était fou. Est-ce Hein. que là, c'est juste pour te convaincre de quelque chose ou est-ce que profondément, tu n'aimes pas le célibat? Alors, dans ce point de vue, tu sais, c'était assez intéressant parce que cette rencontre a été fortuite. C'était littéralement le crush de vacances. C'était à Mykonos, j'étais là, machin, elle était magnifique et tout. Enfin, la meuf, De incroyable. cocktail, de la musique. Magnifique, machin, on était là et tout. J'ai pris son numéro, elle a pris mon numéro, on s'est parlé sur les réseaux, on s'est parlé longtemps, longtemps, longtemps. Et je lui dis, viens, vas-y. C'est moi qui ai fait un truc de fou parce que j'ai cherché une espèce, comme tu l'as dit, une espèce de romance en termes de. Ça faisait tellement longtemps que dans mon propre couple, j'avais rien de ça en fait. Tout était purement, je dirais, factuel, tout était purement papier. En fait, on se parlait plus à la fin aussi. On se parlait plus, on était deux étrangers dans la même maison. Donc en fait, je cherchais une espèce de connexion. En fait, tu as raison. Dès que j'ai pu sortir de ça et dès que j'ai pu raconter mon histoire à quelqu'un, un de mes meilleurs potes du coup de Dubaï qui m'a dit, Philippe, je ne vais pas rentrer dans ton couple, mais quitte ta femme et viens vivre avec moi. Il avait deux chambres. Il a dit, j'ai une chambre, arrête. Il a dit, arrête ça et fais ce que tu veux, mais il faut que vous vous sépariez. Ce que j'ai fait 3 semaines après qu'il m'ait fait cette proposition. Et dès que j'ai pu sortir ce poids de mes épaules, effectivement, j'ai tout de suite cherché une connexion. Et la connexion s'est trouvée par quelqu'un qui avait les bons mots. Elle était très éloquente, elle parlait super bien, super smart. Elle faisait plein de blagues et tout. Et je me dis, ah, mais c'est pas possible, cette fille, en fait, elle lit en moi, elle comprend tout. Et du coup, je lui ai dit, parce qu'elle vivait à Londres et moi à Dubaï, je lui ai dit, viens, tu sais quoi, boum, on va dans le sud de la France, Monaco, Nice, Saint-Tropez, bim, je t'invite et tout. Et c'est parti en couille. Et du coup, c'est le crush de vacances s'est transformé en histoire de fou. Parce que justement, j'ai surcompensé le manque d'un être avec personne, avec cette surcompensation de, voilà, feu d'artifice. Je pense que tu avais besoin de te prouver quelque chose. Ouais, je crois, ouais. Je crois. Je crois que j'avais besoin de prouver que j'avais encore comment dire, une espèce de, comment dire, une valeur qui était autre chose que je suis le gars qui va s'assurer qu'il y a la lumière, qu'il y a de la lumière dans la maison. C'était c'est très bizarre. Alors, je sais pas si c'est macho, pas macho, je sais pas. Mais tu sais, on a cette perception que l'homme, il doit donner cette espèce de sécurité. Ouais, Chose qui était faite, en fait. maison. Voilà, donc la maison, elle tenait debout, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Mais en fait, moi, je voulais plus. Je voulais être la personne avec qui on rigole, la personne avec qui on rêve, la personne avec qui on connecte, avec qui on bâti un truc. Et tout ça, ça n'arrivait pas, en fait. Et ça, c'était une autre proposition de valeur que cette fille m'avait proposée. Et j'ai dit, ouais, ça me parle, ça. Pourquoi pas? Donc, et j'ai sauté à pieds de joint dedans, mais
enfin, de 0 à 100 tellement vite. La tête la première. Ah, mais plus que la première, au bout de 4 mois, on a commencé à vivre ensemble. Enfin, c'était débile, c'était une folie à faire. C'était chaud. C'était chaud. C'était vraiment, vraiment chaud. Mais tu vois, en disant ça, bon, on comprend aussi que tu dises, mais c'est peut-être n'importe quoi. Mais finalement, est-ce que cette expérience, c'est pas cette expérience qui t'a permis de voir l'erreur que tu commettais et d'avoir une nouvelle vision de ton célibat et plus d'appréhender ça comme de la solitude? Ouais, bah en fait, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, derrière tout ça, il faut dire que quand ton mariage ne va pas bien, c'est une expérience très solitaire. Parce que tu ne peux pas le dire, en fait. Tu ne peux pas en parler à personne. Il y a une espèce de stigmate qui arrive qui te dit, OK, il y a eu la robe, il y a eu la fête, la bague. Les familles maintenant sont mêlées. Enfin, nous, maintenant, c'est une famille étendue. Si le mariage ne va pas bien, on est en train de casser plus qu'une relation. En fait, on est en train de casser... on casse une famille, on casse une dynamique. Puis il y a toutes ces histoires de papier, les assurances vie, les contrats, les trucs. Tu te dis, oh là là, mais mon Dieu, enfin, c'est compliqué. Et ça doit être pensé comme le dernier recours possible. Comme encore une fois, on n'est pas là pour divorcer quand on se marie. Et comment dire, c'est quand on fait cette partie du taf et qu'on se dit, cette partie du taf est faite, ben, on n'a pas et qu'on n'arrive pas à faire le reste, ben, on se sent vraiment, 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 vraiment tout seul. Et quand tout ça, ça s'est terminé, je me suis dit, wow, 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 wow. Je sais faire les deux, en fait. Je sais être le gars qui donne et je sais être le gars avec qui on rigole. Donc maintenant, tu sais quoi? La prochaine fois que je vais le faire, et je te le dis, hein, tiens, moi, là, je mets le genou à terre encore. Il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème avec m'être marié, aucun problème avec être avec quelqu'un. C'est pas du tout une question de commitment, comment tu dis ça en français, d'engagement. L'engagement ne me fait absolument pas peur. Par contre, c'est s'engager pour les bonnes raisons et avec la bonne personne. Parce que si on s'engage, on s'engage. Surtout quand on atteint un certain âge, on n'est plus là pour jouer, on n'est plus là pour dater, on n'est plus là pour machin. Enfin, on est là pour faire un bout de chemin. Et maintenant, quand on décide de faire un bout de chemin, il faut, voilà, il y a un aspect pratico-pratique qu'il faut prendre aussi en compte. De jouer au dé, c'est un peu comme ça que je le disais dans la vidéo, jouer au dé avec ce qui se passe dans mon cœur, c'est plus une option en fait. Donc, c'est un peu cynique hein, comme façon. Non, mais c'est intéressant et justement, ça on va développer. Mais pour ceux justement qui font cet amalgame, aujourd'hui, maintenant que tu as ce recul par rapport à ton expérience, si tu devais donner une définition au mot célibat et au mot solitude, pour toi, ce serait quoi? Ok. Bah, vraiment, c'est. Alors, ça va partir peut-être un petit peu en façon trop ésotérique, mais le célibat, c'est vraiment un peu de la même façon que le voient les prêtres, en fait. Il faut vraiment le voir dans ce sens-là, où on se détache d'une relation de couple physique et entre guillemets terrestre pour en fait connecter avec quelque chose de plus grand. Ça rentre limite dans l'aspect sacerdotal, en fait. Donc maintenant, pour moi, ce qui est plus grand, c'était de voir les enfants les plus jeunes de ma famille grandir. Parce que comme j'ai vécu beaucoup à l'étranger pendant ma vingtaine, mes neveux et mes nièces, je ne les ai absolument pas vus grandir. Donc il y a des gens dans ma famille que j'ai vus à 5 ans et qu'après j'ai vus à 17 ans. Et où j'ai un petit neveu qui m'appelait tout le temps, que je voyais une fois par an à Noël, et qui me présentait comme je suis le tonton de Dubaï. Et je trouvais ça insupportable en fait de ne pas faire partie de l'éducation du plus grand nombre, alors qu'il y a tellement il y a cette passation, ce désir de passation, peut-être parce que j'ai pas de gosse, donc je suis en train de voler ceux des autres, peut-être que c'est ça aussi ce qui se passe, mais il y a cette passation de savoir, de connaissance et de faire partie de la famille avec un F majuscule. Pareil pour mon filleul qui a 4 ans maintenant, que pareil, je l'ai vu à 2 mois, ensuite j'ai vu à 2 ans. Et ça, c'est des choses, c'est pas normal, c'est mon filleul, le fils de mon meilleur ami. Donc pour moi, maintenant, mon sacerdoce, c'est ça en fait, c'est faire partie, c'est transmettre. Le peu de choses que j'ai pu connaître, c'est le transmettre. Donc maintenant, c'est ça. Donc il y a plein de jeunes, que ça soit dans ma famille ou pas dans ma famille, à qui je fais ça. Et là est pour moi le grand plaisir. C'est là où c'est ce que je suis en train de construire. Donc maintenant, je ne me sens pas seul dans ce sens-là. Après, il y a la solitude, la vraie solitude, parce que c'est vrai, quand tu es chez toi, qu'il est 18h ou 19h et que tu as fini le travail et que tu te dis, ok, je fais quoi maintenant? Voilà, enfin, j'ai mes hobbies, ok, machin, mais au bout d'un moment, il faut partager avec quelqu'un. On n'est pas des animaux solitaires quand même. L'être humain est quand même une bête qui aime bien marcher en groupe et si possible à deux. Et là, à ce moment-là, c'est vrai que la solitude,
Et ce sentiment de vide, comme notre sentiment de vide, mais comme on l'a vu, ce vide, il existe aussi, même quand on est avec quelqu'un. Donc la vraie chose est de savoir qu'est-ce qui est le plus fort, qu'est-ce qui nous tire en fait. Est-ce que si je me sens seul parce que je n'ai rien à partager avec personne, ou est-ce que je reste seul parce qu'en fait je dois connecter avec quelque chose de plus grand qu'un lien terrestre, matériel, physique et chimique qui se passe dans mon cerveau. Donc c'est là la vraie différence. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je suis quelqu'un de solitaire. Mais c'est une solitude choisie. C'est-à-dire que je peux être très bien entourée de plein de personnes. Je le suis d'ailleurs très souvent. Mais j'ai besoin de ces moments où je m'isole, où je suis toute seule pour me recentrer avec moi, avec ce que je suis. Parce que sinon, j'ai l'impression d'être en surmenage, voilà, il y a trop de choses, il y a trop de monde tout le temps. Et j'ai vraiment besoin, comme tu le disais, de me reconnecter avec moi. Et finalement, ce truc important, pour moi, c'est ce moment de solitude. Alors, c'est une solitude choisie. Il y a malheureusement des gens qui subissent cette solitude. Ouais. Et la différence, elle est là. Je pense que moi, je vois le célibat comme, bien sûr, le célibat n'est pas toujours choisi. Des fois, on le subit aussi. Mais comme tu disais, c'est aussi un moment où on se retrouve, finalement, où on laisse quelqu'un physiquement et spirituellement aussi, mais où on arrive à se retrouver soi et à redécouvrir aussi certaines choses que des fois on avait mis de côté ou qu'on n'avait même pas réalisé, parce que le célibat, ça nous permet de faire ça aussi, de se redécouvrir, alors que la solitude, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intellectuel, de beaucoup plus spirituel. Et des fois, les gens font l'amalgame. On peut être entouré de plein de personnes et se sentir extrêmement seul. Et comme l'inverse, comme moi, je peux être entouré de plein de personnes et d'avoir besoin de cette solitude pour me reconnecter justement à l'essentiel. Tout à fait, tout à fait. Je n'aurais pas pu mieux dire, parce que d'ailleurs, un des moments où d'expérience où j'ai pu vraiment connecter, c'était dans une... j'ai fait une retraite de silence, justement. Donc, il y avait... ouais, donc, on a fait pendant une semaine avec, je crois, 45 hommes. C'était qu'avec des hommes, en fait. C'était des pères, des frères et des maris. C'était que des gens qui cherchaient justement à être dans des meilleures personnes pour leur famille, leur unité familiale. Père, frère, mari. Et en fait, c'était un moment tellement je dirais, ben voilà, on était entouré de gens, mais comme personne ne pouvait se parler, on ne pouvait plus pas se parler du tout. On n'avait pas nos téléphones non plus. Et du coup, pendant une semaine, se retrouver juste avec soi dans sa tête et juste de la lecture et des exercices je dirais, de réflexion que nous donnait du coup le meneur des sessions, était un moment extrêmement, extrêmement plein de clairvoyance, en fait, qui a jeté la lumière sur plein de choses et qui aide. Donc, je ne pourrais pas exprimer mieux que, comme tu l'as dit, et l'expérience le valide complètement. Alors, pour ceux qui nous suivent, on prendra les questions à la fin parce que sinon, ça nous coupe à chaque fois dans ce qu'on est en train de se dire. Et je trouve que l'élan est bien lancé. Donc, si ça ne te dérange pas, on prend les questions à la fin. On se prend 10-15 minutes pour répondre aux questions. Ça te va? Bien sûr, bien sûr. Ok. Alors, je trouve ça super intéressant qu'un homme arrive à parler de sentiments, d'amour, de célibat. C'est quelque chose qui arrive très rarement. Je trouve qu'aujourd'hui, alors même si ça se démocratise un petit peu plus, on voit des groupes sur les réseaux sociaux dédiés aux hommes qui vont parler de leur sexualité, des problèmes qu'ils rencontrent. Toi, quand tu arrives avec ce mindset-là, déjà, combien de temps ça t'a pris pour réaliser que tu étais plus qu'un homme qui devait gérer un foyer? Combien de temps ça t'a pris pour te dire j'ai plus que ça à offrir? Quel travail t'as fait pour arriver à ça? Alors, c'est vraiment un point, c'est un très bon point, ça. Je ne pourrais pas mettre exactement le doigt sur le moment où c'est arrivé. Parce qu'en fait, je pense, si on regarde les faits, il a fallu, je crois, 3 ans. Donc, je dirais à partir du moment où je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, parce que j'avais déjà demandé une fois, j'avais déjà dit, tu sais quoi, je ne pense pas que notre mariage va fonctionner. C'était à peu près, je dirais, 1 an et demi au cours de la relation. Et pour des raisons diverses et variées. Et là, à partir de ce moment, et 3 ans après, donc je dirais 1 an et demi après le divorce, c'est là où je me suis dit, non, en fait, il y a plus que ça. Je suis plus qu'un échec, je suis plus qu'un gars qui n'a pas réussi à tenir son foyer, je suis plus que tout ça, en fait. Et le travail a été en deux façons. Énormément de lecture, enfin, énormément de lecture sur des sujets
voilà, de sentimentalité, d'homme et tout. Le fait aussi, le deuxième travail, c'est que du coup, d'un point de vue sexualité, rien. Mais genre rien du tout. Donc, si j'ai de l'intimité tous les 6 mois, c'est genre, chou, j'ai tiré le gros lot. C'était genre le loto, donc une fois par an, quoi. Ce qui fait en fait que ça sort, en fait, on sort l'aspect jeu, game, date, vision de soi à travers l'œil de quelqu'un du sexe opposé. Quand on sort en fait tout ça de l'équation, on a du coup beaucoup plus de temps en fait et je dirais, d'énergie pour juste se concentrer sur ce qui compte, ce qui est pour le coup nous et ce dont on a besoin et ce qu'on recherche dans une relation. Je dirais donc c'était un peu ça qui était préparé. La transition est parfaite. Okay. Ce que tu cherches, il y a quelques temps de ça, ça remonte à plusieurs mois, tu avais fait une liste oui. de ce que tu recherchais chez une femme. Ouais. Une liste qui avait ouvert le débat. Alors, il y avait des pour et des contre. En fait, l'idée, dis-moi si je me trompe, l'idée de cette liste, c'était de dire que voilà, moi, je recherche une femme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que, alors déjà, pourquoi faire une liste? Pourquoi partir d'emblée en se disant, en mettant. Est-ce que pour toi, c'est mettre quelqu'un dans une case et pourquoi avoir cette démarche? Ok. Alors, déjà, la liste se devait de n'avoir aucun critère physique. Déjà à la base. Ok. Y a aucun critère sur à quoi tu ressembles, ta taille, ta couleur, ta grosseur. Rien de tout ça. On part du principe que si on se plaît physiquement, après, on va commencer à discuter. Donc, il n'y a aucun critère physique. Et deuxièmement, la liste, elle évolue en fonction de moi. Donc, déjà, cette liste, elle a quoi? Elle a 8 mois. Elle a déjà changé 3 fois. On est déjà dans la V3 de la liste. Soit c'est des points qui ont complètement changé, soit c'est des points qui ont été un petit peu tweakés. Et c'est ça l'idée, parce que je change, la liste se doit de changer aussi. Mais effectivement, pourquoi cette liste? Cette liste, alors, c'est plus un point de vue de... Tu sais, je suis un peu un grand sentimental. Donc ça, c'est mon caractère. Tu sais, j'écrivais des poèmes quand j'étais au lycée. Je pleure à chaque fois que je vois My Girl. Il y a des trucs comme ça. Enfin, j'ai des connexions comme ça avec mes sentiments. Mais le problème, c'est que du coup, quand mon cœur commence à parler, oh mon Dieu, il n'y a plus rien, quand je déconnecte tout. Je pars le cerveau n'est plus là. Ah ouais, mais le cerveau, il dit stop en fait. Et on fait tout, on lâche tout, on casse tout, nanana. Et il n'y a plus aucune logique. Là, et ça devient de la folie contrôlée. Un dérapage contrôlé. Et donc cette liste, en fait, c'était plus un système d'autodéfense, mais pas contre les autres, mais c'est plutôt pour moi, en fait. C'est plutôt pour dire, enfin, mon pire ennemi étant moi-même, j'ai besoin de me réguler avec un cadre. Un cadre. Maintenant, est-ce que du coup, ça met les gens dans des boîtes? Oui, clairement, ça met les gens dans des boîtes. Personnellement, je pense qu'un être humain est un peu plus complexe qu'une liste de 40 points, même une liste de 500 points, ou même une liste de 1500 points. Donc, Et heureusement, sinon ce serait heureusement, voilà, c'est les autres uns. Donc, ces 40 points qui a l'air en fait d'être un chiffre gros, le chiffre était gros exprès. Et il a fallu, je crois, 5 jours vraiment de réflexion très très dure. Parce que les 20 premiers, ça va, les 20 derniers, tu ne trouves plus en fait de trucs. Mais le chiffre était haut exprès afin de pouvoir décrire et définir de façon la plus précise possible le partenaire idéal. Et c'est pas une question de sélection, de dire toi t'es pas assez bien pour moi. C'est juste de dire, me connaissant moi avec tous mes échecs et toute ma perspective, le nombre de choses qu'on a dites de moi aussi, de vue de l'extérieur, et des gens qui m'aiment et des gens qui ne me connaissent pas. Donc en mélangeant un petit peu tout ça, je me suis dit c'est ça qu'il me faut si je veux avoir 75 ans, des petits-enfants et un gros ventre et que je sois vieux à côté de la personne. Maintenant, c'est une procédure assez, je dirais, cartésienne dessus. Et encore une fois, cette liste, si je ne rentre pas dans la liste de quelqu'un, je comprendrai aussi. C'est pas juste. Non, ça va dans les deux sens, en fait. Je ne me vois pas prendre quelqu'un et dire tiens, voilà mes 40 points, si moi je ne rentre pas dans les 20, 200, 300 ou 0 points d'une autre personne. Ça va dans les deux sens. Est-ce que tu as pu comprendre les. Alors, c'était surtout beaucoup de femmes qui étaient contre l'idée de cette liste. Ouais. Est-ce que tu as pu comprendre que ça puisse
sais pas, j'ai pas le terme exact, mais c'est plus gêné de se dire que finalement, on ne correspond qu'à une liste et que si tu nous choisis, c'est parce que t'auras coché, tu sais, à côté des mots. Tu vas dire, ok, elle a ça, check, check, check. Est-ce que tu veux choquer des gens? Alors, que ça choque des gens, ça je le comprends. Alors peut-être que je vais dire maintenant un autre truc choquant, mais je pense que les gens qui pensent comme ça, c'est les gens qui ne se connaissent pas. C'est tout en fait. Et c'est OK de ne pas se connaître en fait. Parce que pour vraiment se connaître, il faut vraiment... c'est un travail actif. C'est pas quelque chose qui est... la société ne nous apprend pas en fait à nous connaître. Du tout. La société nous demande de mettre des masques. La société nous demande de jouer des rôles. Mais là, à aucun moment... aux autres. Voilà, et de ressembler aux autres, mais à aucun moment la société nous dit comment apprendre qui on est et ce dont on a besoin. Et quand on sait ce dont on a besoin, eh ben, on le voit en fait. On peut le qualifier et le quantifier. Et en fait, c'est ça en fait la liste en fait. C'est de dire je sais ce dont j'ai besoin. Et vu que je sais ce dont j'ai besoin, je peux le définir. Maintenant que d'autres personnes voient, les gens voyaient ça de façon personnelle au sens ah mais et je sais hein, ce que tu veux dire. Je sais que des femmes ont lu cette liste, ont dit ah ouais mais moi j'ai pas tout ça, donc ça veut dire que je pourrais pas être avec toi. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et j'ai envie de dire ça veut pas dire que ok romantiquement on va pas marcher, mais c'est ok, on pourra monter un business ensemble, on pourra boire des cafés ensemble, on pourra travailler ensemble, on pourra être amis, on pourra tout faire, mais sache une chose, c'est que je sais que toi et moi, si tu, par exemple, tu ne sais pas faire un lit au carré, désolé, ça va m'énerver et toi et moi, ça va pas marcher. Et c'est OK, quoi. Enfin, it's OK. Il n'y a pas de problème, en fait. Et c'est pas une question que tu ne me mérites pas. C'est juste que ça va pas marcher. Et c'est OK. Et tu sais, je suis vraiment, vraiment d'accord avec toi. Et je suis une femme. Je suis totalement d'accord avec toi parce que moi, j'ai ma liste. Et en fait, je pense exactement comme toi. Je pense que les gens qui en face sont rebutés à cette idée de liste. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à se dire, OK, moi, je vaux ça et je mérite ça. Et souvent, on se met en couple avec des gens qui ne nous méritent pas parce qu'on n'a pas su, dès le départ, dire, non, ça ne va pas. Et j'en parlais dans un post ou dans une vidéo, je ne sais plus. Je donnais l'exemple des premiers rendez-vous où au fond de toi, par exemple, tu détestes les gens en retard. Mais vraiment, tu détestes ça. Sauf que, voilà, c'est le premier rendez-vous. Le mec ou la meuf arrive avec 1 heure de retard et tu vas te dire, bon allez, je ne vais pas faire ma chieuse, c'est le début, c'est pas grave, machin. Finalement, comme au début, tu n'as rien dit, tu as accepté que quelque chose fondamentalement était contre tes valeurs, bah, la personne en face va te dire, bon, ça n'a pas tant dérangé que ça. Puis la personne, elle va recommencer. Elle va recommencer. Et puis peut-être que 3 ans après, un jour, tu vas péter un câble parce qu'il est en retard. Et là, il va dire, mais j'ai toujours été en retard. De quoi j'ai toujours été en retard, c'est pas qui t'énerve comme ça. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il faut. Et c'est parce qu'en fait, on n'arrive pas à se dire, non, je vaux ça. Et c'est pas, pour moi, c'est pas du tout prétentieux. C'est comme tu dis, se connaître. On a des défauts, mais on a aussi des qualités. Et dire je vaux ça, c'est aussi se dire bah, j'ai ces défauts-là en face de ces qualités. Ah oui, c'est pas du tout clairement. Défauts. C'est se dire, par exemple, moi je sais que je suis solitaire, donc on peut percevoir ça comme un point négatif, et je le prends dans ma liste, je prends cet adjectif de ma part en me disant moi je suis comme ça, donc à côté j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne qu'à un moment j'ai besoin d'être seule. Et si je me mets en couple avec quelqu'un qui, d'emblée, me fait comprendre que, ah bah non, la solitude, ça me saoule et moi, j'ai besoin tout le temps qu'on soit ensemble, qu'on se voit, machin, tout ça, sans me laisser cet espace, bah, ça va pas marcher. Parce que je sais, au fond de moi, que j'ai besoin de ça. Et je crois que des fois, on a tellement peur de passer à côté de quelqu'un qui pourrait être la bonne personne, qu'on refoule plein de choses, au fond de nous, des choses qui sont très importantes, juste pour ne pas être seul. Et je trouve ça dommage. Donc, moi, je suis totalement d'accord avec ta liste. Et tout à l'heure, d'ailleurs, les gens qui nous écoutent, là, comme je vous ai dit, on prendra, parce que je vois encore qu'il y a des gens qui posent des questions, on prend les questions juste avant la fin du live. Comme ça évite qu'on coupe le live. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, gardez-les. On les posera à la fin. Mais dites-nous ce que vous en pensez à propos de cette fameuse liste. Ah là là, mais non, mais c'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant parce que, de toute façon, je crois... Et j'en suis persuadée. Alors après, je n'ai pas non plus la science infuse, mais quand on veut être en couple, parce que voilà, ça fait longtemps et qu'on a envie,
c'est humain d'avoir envie de s'endormir avec quelqu'un, de voilà. Je pense que la première chose à faire, c'est d'abord de se connaître, de savoir dans un premier temps ce que l'on ne veut pas. Finalement, je pense que ça, c'est le plus simple, savoir ce qu'on ne veut pas. Regarder toutes les expériences qu'on a eues avant et se dire, OK, ça, c'est plus pour moi. Et ensuite, vraiment prendre le temps. Et je pense que cette période de célibat peut être bénéfique pour ça, pour se dire, OK, je suis à un stade de ma vie où je suis comme ça et où j'attends ça de la vie, de moi et aussi de la personne qui fera partie de ma vie. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est ça. Non, non, mais c'est exactement ça. Et surtout, c'est comment dire, je sais même pas une question d'âge, c'est plutôt une question de où tu en es dans ta vie, de besoins et de perspectives. Quelqu'un qui a 21 ans et qui sait que c'est fonder une famille que cette personne veut faire parce que c'est son but, c'est son drive, eh ben, évidemment, cette personne, elle va pas dire, OK, je vais faire une famille avec la première personne venue. C'est pas possible. Et cette personne aura forcément, du coup, une espèce de liste en tête. Et c'est plutôt une question du coup, de maturité émotionnelle qui fait que quand on sait ce qu'on veut, quand on sait ce qu'on vaut, quand on sait ce qu'on a à donner à l'autre, sachant qu'on a plein de défauts, hein, des défauts de merde. J'ai des gros défauts de merde. Franchement, des fois, je suis un gros sale con. Il faut dire les choses comme elles sont. Quand on sait tout ça et qu'on met les choses dehors, en fait, et qu'on dit, voilà, j'ai ça à donner, ça vient avec ça. Il y a quelques bugs dans le système et malheureusement, je vais essayer de les réparer, mais prends ça plutôt comme c'est là, en fait. Et n'achète pas le truc sur plan parce que je ne suis pas sûr que je pourrais changer ça après. C'est pas sûr. Voilà, c'est comme ça que c'est. Ouais. Voilà, ça ne va pas empirer, mais je ne peux pas garantir que ça va s'améliorer. Voilà, et surtout, je pense que c'est important de ne pas revoir ses valeurs à la baisse quand, par exemple, ça fait un moment qu'on est seul. Alors, je peux le comprendre. J'ai jamais été très longtemps seule, c'est-à-dire que je crois que le maximum, ça a été un an et demi. Et en plus, je l'ai très bien vécu. Voilà, j'ai profité de mon célibat. Mais quand on est très longtemps seul, des fois, on se dit peut-être que je suis trop exigeant ou trop exigeante. Moi, je pense que non. Je pense qu'au contraire, on se connaît de mieux en mieux. Et je parlais de ça avec l'une de mes meilleures amies qui était célibataire pendant un moment, si justement cette période de célibat, tu es heureuse, que tu te sens bien, que tu profites de la vie, que tu n'es pas justement dans cette solitude imposée, si quelqu'un rentre dans ta vie, ça doit être une valeur ajoutée. Ça doit pas être ça doit pas être un boulet. Donc, si tu pas une valeur ajoutée à ma vie, c'est-à-dire que seul, je suis bien. Donc, dis-toi que là, en gros, j'ai pas besoin de toi. Mais si tu viens dans ma vie, si j'accepte que tu rentres dans ma vie, il faut absolument que tu m'apportes quelque chose d'autre. Alors, c'est pas matériel. Je parle pas d'argent. Je parle vraiment que ce soit spirituel, que je me sente grandir à tes côtés, que l'on partage des choses, et puis que je me dise, putain, mais c'est vrai que c'est différent quand il est là. Et pour moi, c'est important de surtout ne pas revoir à la baisse ses valeurs juste parce qu'on est seul. Je pense que c'est important. C'est ça, c'est ça. Et c'est très dur, hein, parce que, attention, là, je parle avec, donc là, dans ce live, avec une certaine perspective et un aspect extrêmement carré. Mais il ne faut pas croire, hein, quand tu te réveilles tout seul, là, ça fait combien de temps que je suis célibataire? Ça va faire 1 an et 9 mois, un truc comme ça. 1 an et 9 mois. Et tu te dis, enfin voilà, quoi, c'est toujours bien d'avoir une autre personne avec qui tu peux échanger des idées, parce qu'un partenaire, c'est pas un ami, c'est pas un frère, c'est pas une mère, c'est différent. C'est différent. Là, justement, pour toi, c'est quoi un partenaire de vie? Justement, ta définition. Demain, tu rencontres ta femme, vraiment celle qui correspond à ce que tu recherches. Pour toi, ce serait quoi cette définition de cette femme-là? Wow. Par exemple, moi, je te donne un exemple. Pour moi, ma définition de la personne qui me correspond parfaitement, pour moi, c'est... Alors, toi, tu as dit que ce n'est pas un partenaire. Pour moi, c'est mon partenaire. C'est-à-dire, quand je dis partenaire, c'est-à-dire que pour moi, dans mon couple, je suis dans une équipe. Je suis dans une équipe et la personne qui partage ma vie, c'est mon coéquipier. Et on avance ensemble. Et comme dans une équipe, il y a des moments où il y en a un des deux qui va être au top, l'autre ne le sera pas. Des fois, on sera tous les deux au top. Et dans les moments où il y en a un des deux qui est un petit peu plus en avant, il aidera celui qui est derrière, il le soutiendra. Et surtout, dans cette notion d'équipe, c'est qu'on grandit ensemble. Tu vois, j'ai regardé il n'y a pas longtemps The Last Dance avec Michael Jordan. Et la puissance de l'équipe, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont durs. Il y a des moments où on est vraiment dans le down tous les deux. Mais on arrive
justement parce qu'on est une équipe, à se dire, OK, là, ça ne va pas, mais on va remonter ensemble, et il y aura encore d'autres moments où ça n'ira pas. Et des fois même, ça n'ira pas. Alors, des fois, c'est parce qu'il y a des éléments extérieurs qui font que dans la vie, ça ne va pas. Des fois, on va créer ces moments compliqués, mais on est assez fort pour se tirer vers le haut tous les deux et rebondir face à n'importe quelle situation. Et c'est vrai que pour moi, la personne qui est dans ma vie est mon partenaire. C'est mon partenaire, alors, c'est vrai, pas partenaire, en fait, c'est le partenaire, mais dans son sens le plus général, parce que ça englobe plein de choses, tu vois. Ouais. Non, je vois ce que tu… Bah, tu sais, par exemple, pour moi, bah, pas du tout. Pas du tout. Parce que justement, comme je suis très bien, entre guillemets, seul à ces niveaux-là, et qu'en fait, tu sais, j'ai des mentors, j'ai des gens qui me… À ces niveaux-là, ça va, en fait. Donc, en fait, ce qui se passe pour moi, dans ma maison, dans mon foyer, moi, je cherche, en fait, un refuge. Je ne cherche pas un partenaire. Parce que le combat, je le fais dehors et je le fais tout seul, il n'y a aucun problème. Mais tu penses que tu ne peux pas avoir ce refuge avec quelqu'un? Parce qu'en fait, toi, ce que je vois, c'est que tu fais la différence entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Ouais. Est-ce que… Alors, c'est important. Je suis d'accord, c'est important. Mais est-ce que tu penses que tu ne peux pas avoir ce lien entre les deux qui fait que les deux te portent? Alors, c'est pourquoi? Parce que ça, c'est à cause d'un de mes défauts. Et j'en suis parfaitement conscient. Et c'est pour ça, en fait, que je dois séparer les deux. Parce que si on met les deux en même temps, je vais phagocyter le projet de l'autre personne, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, non, c'est sûr. Je vais manger son truc, en fait. Et ça va l'énerver, ça va m'énerver. Et c'est chaud. Et ça, c'est mon défaut. Et parce que je sais que c'est mon défaut, limite, tu sais, dans la liste, à aucun moment, je dis la personne, elle doit faire des trucs. Au contraire, limite, si la personne, elle est, je sais pas moi, qu'elle est puéricultrice ou qu'elle fait des plantes et tout, c'est mieux. Le plus loin de mon monde elle se trouve, le mieux c'est, en fait. Le mieux c'est. Il faut qu'elle soit de l'autre côté. Dans le même secteur que toi, c'est mort. Ah ouais, non, mais c'est mort, c'est dead. Si elle est dans le même secteur que moi, mais c'est dead. C'est dead, c'est dead. Mais c'est chaud, ce sera trop chaud. Tu pourrais avoir il pourrait y avoir de la compétition. Hein? Non, c'est pas parce qu'il y a de la compétition, c'est juste qu'au contraire, je chercherai une espèce de synergie, mais c'est pas tout le monde qui est OK que tu mettes ton nez dans ses affaires. C'est ça en fait. Et moi, je vais mettre mon nez dans ses affaires. Mon bras, là, jusque-là, ces affaires vont devenir mes affaires. Et je peux comprendre que quelqu'un dise, non, ça c'est mes affaires, tu touches pas en fait. Mais ça, je sais que c'est un défaut que j'ai et je travaille dessus. Voilà. Mais tu sais, quand je vois le truc et je sais que je vois le truc, je vais faire… Et je vais pas réussir à me taire. Si je vois que le truc est fait crochu, ça va m'énerver. Je me dis, mais tu sais, après, je vais manger le truc de la personne. Et c'est pour ça qu'en fait, en termes de partenariat, cette partie-là, ça peut pas être le cas. Par contre, tout ce qui est, je dirais, je cherche plutôt, tu sais, une espèce de phare, parce que dehors, c'est la tempête, en fait. Et moi, je veux être le phare de notre personne aussi. Donc, quand rien ne va, tu te tournes vers moi et tu trouveras le réconfort dont tu as besoin. Mais je ne peux pas faire un combat avec toi parce que peut-être que je vais te lâcher parce que je serai dans le feu du truc et je ne vais pas le voir et ça va me faire du mal, ça va te faire du mal. Et ça, c'est mon défaut. Ça, je sais que c'est mon défaut. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent super bien ensemble. Je sais qu'il y a des couples qui au contraire, justement, l'amour est rendu plus fort par justement cette espèce de synergie avec les autres machins. Mais moi, il faut que je compartimente ces choses-là. Ça doit être compartimenté. Et tu vois, quand je dis partenaire, je ne parle pas forcément que de l'aspect travail. Ah ouais, Tu vois, par exemple, Doudou, on a du mal à travailler ensemble. Ah, mais Doudou, on a vraiment… Doudou. Mais mais on a du mal. Mais il est très fort dans plein de domaines. Il sait qu'il est très fort dans plein de domaines. Et c'est vrai qu'il a ce caractère qui fait que… Je crois qu'il est un peu comme toi, dans le sens où, non, mais je sais que ce que tu fais là, c'est pas bon, donc laisse-moi faire. Et c'est vrai que moi qui ai un fort caractère, bah, je vais lui dire, bah non, mais c'est mon truc. Donc, voilà. Et en fait, on en revient à ce que tu dis. Mais ça reste quand même mon partenaire parce que, hormis cet aspect travail où on a un peu de mal à cohabiter, bah, tout le reste, on va se soutenir. Par exemple, tu vois, là, je prépare un semi-marathon. Ouais. Bah, je sais qu'il sera derrière moi pour les entraînements. Il va être là, il va courir avec moi. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a le travail, mais il n'y a pas que ça dans ce côté partenaire. Il y a je suis là. Et je pense qu'on se rejoint un petit peu. C'est, voilà, je suis là. Si je suis là. Ce qui se passe dans ta vie, je suis là. Je suis à côté de toi. Et si je dois te pousser parce que là, tu n'y arrives plus, je vais le faire. Et si à un moment, c'est toi qui dois me pousser ou me tirer vers le haut, tu vas le faire aussi. Tu vois, c'est vraiment cette notion que j'ai de partenaire. Bah c'est ça alors. Bah, c'est ça. Mais il faut vraiment… Mais je dois rajouter sans le reste. C'est juste ça.
sans la partie job, c'est pas possible. Alors, il est déjà 15. Oui, il est déjà 15. Oui, ça passe J'ai vite, vu plein de questions, j'ai vu plein de messages qui disaient enregistrer le live. Oui, on va enregistrer le live, ne vous inquiétez pas. On va l'enregistrer, on va le mettre aussi sur YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas, on a déjà prévu tout ça. Maintenant, alors, je vous invite à commencer à poster vos questions. Il y a le petit point d'interrogation. Postez les questions là, ça va être plus simple pour que je puisse les lire au lieu de remonter tout le fil d'actualité. Donc, il y a le petit, n'hésitez pas, c'est prêt de commenter. Vous mettez les questions, moi je les lis et puis on y répond. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose avant de lire les questions? Est-ce qu'il y a un truc qui est important à dire pour toi? Après, concernant les relations, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Je dirais, le seul truc, je dirais… pour toi. Oui. Ah, vas-y. Non, c'est juste, n'hésitez pas à demander de l'aide, en fait. C'est quelque chose où, et si l'aide doit être professionnelle, eh ben, elle doit être professionnelle. Si à un niveau où c'est des moments, en fait, c'est des gens qui, il n'y aura pas de jugement ou d'a priori. C'est des gens, ils ont vu des trucs bien pires, en fait, mais tellement pires. Donc, quand vous allez parler de ce dont vous avez besoin ou machin, il n'y aura pas de jugement. Au contraire, ce sera une main qui va vous guider. Donc, ça, c'est, je dirais, le seul truc, parce que, encore une fois, dire qu'on a échoué au point où on a besoin d'une aide d'un professionnel, ça peut paraître dire, ben voilà, je ne vaux rien. Alors qu'au contraire, je dirais que ce serait le dernier truc que j'aurais à ajouter sur ce point. Moi, j'ai une question concernant le célibat. Est-ce que le fait de savoir ce que l'on veut, de savoir où on va, d'avoir cette liste, est-ce que le célibat, tu le vis de la même façon, tu penses, qu'il y a quelques années où tu n'avais peut-être pas cette liste? C'est-à-dire que, est-ce que tu es en mode c'est la fête et si un jour je rencontre une fille qui correspond à ce que je recherche, ben là peut-être que, ou est-ce que non, je suis focus sur par exemple mon travail, mon développement personnel et tant que j'ai pas trouvé cette meuf, je me concentre sur autre chose? Ben alors, ça, c'était avant. Donc, le premier point, c'était avant. Parce que c'est assez intéressant. J'ai pas eu beaucoup de vraies copines et de vraies relations dans ma vie fortes. Je pense qu'il y en a eu 3. Et entre chaque truc, il y a toujours eu du temps, en fait. Mais avant, le temps, bah, du coup, non, mais moi, j'étais un chien Larry. Le truc le plus chien Larry de l'univers. Enfin, je faisais des voyages à Bratislava, à Prague, j'allais dans les endroits de perdition les plus fous, exprès. C'était le but du jeu, en fait. C'était ça, le célibat. Mais maintenant, voilà, c'était le célibat, t'es cabas. Maintenant, on a pris le truc complètement à l'envers. Et en fait, le célibat, alors pour 2 raisons. Là, quand je vais rencontrer la bonne personne, je veux en fait avoir 0 truc à avoir à nettoyer. Je veux qu'en fait, on rentre dans une situation où je dis, meuf, il n'y a pas de DM, mon téléphone n'a pas de dossier. Rien. Genre rien. J'arrive, alors après, voilà. À la base, moi, je ne suis pas un gars, de toute façon, c'est pas dans mon délire, mon téléphone est toujours ouvert. Les gens avec qui je suis en couple, ils connaissent le code, tu rentres dans mon téléphone, ça n'a jamais été un problème pour moi. Mais je veux rentrer dans un truc où je ne suis pas en train de me gratter la tête en disant c'est celle-là ou celle-là ou celle-là ou celle-là. Hein? Donc, il y a déjà ça. Et l'autre point aussi, c'est que je crois fondamentalement au destin. Et quand on cherche les choses, on s'éloigne en fait de ce qu'on veut. Il faut que je sois juste prêt, en fait. Il faut que mon cœur soit prêt, que mon corps soit prêt. Et quand la personne viendra, je serai juste prêt. C'est tout. Donc, l'opportunité va venir. Et c'est là, en fait, il ne faudra pas que je dorme sur l'opportunité. Donc, je me prépare pour elle, en fait. Donc, il faudra que je dorme bien. Il faudra que je mange bien. Il faut que j'apprenne à cuisiner, même si je déteste ça. C'est pour ça que j'ai un Thermomix. Donc, que j'apprenne à utiliser mon Thermomix. Il faudra que je sois prêt. Et quand elle viendra, parce qu'elle viendra, c'est sûr, c'est pas possible, sinon ça va arriver, ah ben je serai prêt. C'est tout. Voilà. Attends, on a une question. Alors, je vais essayer de voir si j'arrive à checker ça. Ouais, alors, on a une question de Linda Letane. J'espère que je prononce bien. Je suis un peu dérangée par l'élaboration de la liste. Pouvez-vous expliquer sa pertinence et en quoi? Ok. Alors, l'élaboration de la liste, encore une fois, n'est pas faite pour juger des gens du tout. C'est juste en fait un point de vue. Alors, il y a d'autres questions autour de la liste. Mettez les questions où il y a le point d'interrogation, s'il vous plaît. Voilà. Donc, cette liste n'est pas faite pour éliminer des gens de ma vie. Elle est faite pour que mon cœur prenne un tout petit peu plus de recul sur les sentiments. Parce que je vais voir en fait le beau, je vais magnifier les beaux en fait. Et c'est ça l'amour, on a cette espèce de les lunettes roses. Mais les lunettes roses, ça peut être un certain danger.
Et maintenant, pour ne pas faire perdre de temps ni à moi, ni à l'autre personne, je préfère en fait expliquer les choses et dire, bah, tu sais, personnellement, pour des raisons A, B, C, D, et chaque point derrière cette liste, c'est des trucs qui ont été vraiment mûrement réfléchis et qui sont liés à des choses sur le temps. Parce que cette liste, elle est faite pour trouver une personne pour 60 ans. Elle n'est pas faite pour trouver quelqu'un pour 60 mois ou pour 60 jours, en fait. Je veux mourir avec la personne. Donc maintenant, cette liste, elle est là pour avoir une base de conversation, une base de discussion qui est basée sur les faits et l'expérience, et pas juste le moment. Parce qu'on est toujours deux personnes, en fait. On est la somme de ces expériences et on est en même temps la personne à l'instant T. Et cette liste est faite pour essayer d'être un pont entre les deux. Voilà. Ok. Je pense que tu as bien répondu. On avait une autre question. Donc, on a Yasmine. Quand sait-on qu'on est amoureux? Et quand as-tu su que Doudou était la bonne personne? Oh là là! Ah, moi, je veux savoir ça. Ça, j'avoue, c'est ça, je veux savoir. Alors, moi, avec l'âge, là, en septembre, je vais fêter mes 37 ans. Avec l'âge, je suis vraiment de plus en plus dure dans le choix de mon partenaire. J'étais comme toi, c'est-à-dire qu'à une période de ma vie, j'ai pris le premier venu juste parce que je ne savais pas ce que je voulais vraiment. Et en fait, le truc, c'est que j'ai connu beaucoup de personnes, j'ai connu beaucoup d'hommes. Et avec les années, j'ai appris aussi ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Et quand je suis arrivée, quand j'ai rencontré Benoît, je ne voulais pas du tout être en couple. Je savais ce que je ne voulais pas, je savais aussi ce que je voulais. Et je ne voulais pas du tout être en couple. J'étais dans cette période de ma vie où justement le célibat m'allait très très bien. Et le truc, c'est qu'il correspondait à ce que je recherchais en fait. Il correspondait à cet homme que j'attendais. Voilà, qui correspondait plutôt à ce que je pensais. Et on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. Et finalement, c'est le temps qui m'a permis de voir qu'il correspondait à ce que je recherchais. Les preuves, les actes ont montré aussi qu'il correspondait à ce que je recherchais. Alors moi, tout ce qui est belle parole, c'est pas du tout mon kiff. Alors moi, je suis pas romantique pour un sou. Mais vraiment, je suis pas du tout romantique. Donc tout ce qui est belle parole, avec moi, ça marche pas. Par contre, les actes, les faits, ce que tu fais, ça marche. Et il a compris avec moi et ça a été ça. Ça a été pendant 3 ans que des actes, que des preuves que si, je suis l'homme que tu mérites. Et j'espère lui avoir montré aussi que j'étais la femme qu'il méritait, parce que ça va dans les deux sens. Et c'est le temps qui m'a juste fait réaliser que quand il n'est pas là, il y a un manque. Et c'est ça, il apporte une valeur ajoutée à ma vie, parce que quand il n'est pas là, il me manque. Et quand je fréquente énormément de mecs. Quand je suis avec d'autres mecs, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Il n'y a personne. Quand je pense à un truc marrant, c'est la première personne à qui j'ai envie de la raconter. Quand je vois un truc, c'est la première personne à qui j'ai envie d'en parler. Et pour moi, ça devient juste une évidence que c'est lui et personne d'autre. Donc voilà, c'est le temps, en fait. Le temps et l'épreuve d'amour. C'est bien ça. Moi, je suis team Doudou. Moi, je suis grave team Doudou. Hein. Doudou for the win. Doudou for the win. Alors, il y a une autre question. Alors, c'est Patrice. La liste est-elle exhaustive ou évolutive? Alors, la liste, elle va rester à 40 points, justement parce que c'est un chiffre arbitraire. Par contre, oui, elle est évolutive. Elle est évolutive en fonction de moi et en fonction parce que du coup, la liste, on en parle. Là, j'en parle avec toi, j'en parle avec d'autres et surtout, j'en parle avec les gens qui me connaissent le mieux parce que c'est un truc que j'ai vu que je ne faisais pas assez. C'est que des gens qui me connaissent depuis 15 ans, avec qui on a vécu des moments très forts, à qui on a évolué, on s'est transformé d'enfants à adultes. Je ne leur demandais absolument pas leur avis sur des choses, en fait, parce que j'étais trop dans ma tête en disant je sais exactement ce que je veux. La preuve a été que non, c'est pas vrai. Donc, quand les gens dont je respecte l'avis sur les choses et donc sur moi et la vision qu'ils ont sur moi, du coup, je leur en parle et ils savent aussi que je suis un gars extrêmement rigide sur certains points. Ils vont me dire, es-tu sûr de la rigidité de ce point? Es-tu sûr? Et pendant 2 heures, dire oui, je suis sûr, oui, parce que A, B, C, D, non. Et après, ils vont comment? Es-tu sûr? Et puis je dis, ah ouais, t'as raison. Peut-être que je vais dire, ce ne sera pas obligatoire, je vais dire friendly. Ce sera pas, il faut qu'elle aime ça, il faudra qu'elle soit tolérante de ça. Et on change la liste comme ça au fur et à mesure. Et donc, il y a des points qui ont disparu. Donc, j'ai un exemple clair. Pour moi, je voulais qu'une fille, elle ait des tatouages. Moi, je voulais une fille à tatouage. Parce que j'en ai, parce que je trouve ça méga cool et méga sexy. Et aussi parce que je trouve que c'est une preuve que tu mets tes convictions sont tellement fortes que tu les mets sur ta peau, en fait. Donc, c'est ça, t'es
tes expériences et tes convictions sont que tu as besoin d'une représentation artistique de toi sur ta peau. Et je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Donc moi, je trouve ça, en plus d'être beau et sexy, donc machin. Après, en y réfléchissant et tout, on m'a dit, oui, tu sais, c'est un peu extrême, les tatouages et tout. Je dis, oui, mais bon, bref, non, c'est plus tabou, nanani, nanana. Et finalement, j'ai changé, j'ai enlevé les tatouages et j'ai mis à la place qu'elle se doit d'avoir des compétences de communication interpersonnelle. Donc, on a changé les tatouages. Ah, donc oui, la liste évolue. Donc des fois, c'est du tout au rien, on change tout le truc. Ou un autre truc, c'est les gens, il faut qu'elle adore les baskets parce que je voudrais qu'on ait nos baskets taille femme et taille homme les unes à côté des autres parce que je trouvais ça trop cute. Et maintenant, je me suis dit non, là, il faut juste qu'elle les kiffe et qu'elle me laisse lui en acheter et qu'elle soit contente quand je lui achète des baskets. Voilà, donc on a changé le délire un petit peu. On est passé du fait qu'elle soit collectionneuse à elle n'a pas besoin d'être qu'une collectionneuse. Donc voilà, ça change, oui, ça change. Ça change et c'est évolutif. Il y a une autre question. Pensez-vous, c'est Laetitia, pensez-vous que l'on peut être avec quelqu'un d'un niveau social, culturel très différent, grosse différence de salaire et de culture? Ah, bonne question. Ok, alors ça c'est une grosse question. Alors, ouais, moi je pense que oui, mais ça dépendra de la personne. Ça dépendra en fait du système de valeur des deux en fait. Parce qu'il y a pour certaines personnes l'argent ça vaut rien. Donc, si tu es avec quelqu'un pour qui l'argent, ça vaut rien, si vous avez une grosse différence de salaire, il n'y aura aucun problème. Il n'y aura aucun problème. Maintenant, si tu es avec quelqu'un pour qui l'argent est une fin et pas un moyen, et que tu gagnes plus que cette personne, alors là, la personne va te voir comme un problème. Comme un problème parce que tu vas lui rappeler que, il y a cette différence et vous allez comparer vos salaires et ça devient super malsain. Donc, la seule chose, je dirais, il faudrait deux points de système de valeurs. Donc, est-ce que la personne est suffisamment ouverte d'esprit pour embrasser une nouvelle culture? Et le deuxième point, c'est d'un point de vue social, qu'est-ce que tu donnes de valeur à la société? Donc, si une personne te dit, moi, j'aime quelqu'un qui rend à la communauté, qui fait du bénévolat, qui a cet aspect-là, le fait que tu gagnes de l'argent, ça va me dégoûter, par exemple. Le fait que tu me dégoûtes parce que tu ne penses qu'à l'argent. Et vice-versa. Et vice-versa. Donc, oui, c'est possible, mais il faut d'abord bien avoir une liste, peut-être que 2 points seulement, 2 points. C'est quoi ton système de valeurs? C'est quoi pour toi qui est important en société? Et est-ce que tu es prêt à embrasser une autre culture complètement? Et j'ai envie de dire, ça devient la tienne. Et si ces deux choses-là sont oui, on est d'accord là-dessus et oui, alors oui, on peut bien sûr avoir pas de souci. Hein, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est fondamentalement d'abord des questions de valeur et de vision des choses. Et c'est vrai que l'argent dans un couple, ça peut être tabou. Ça peut être très tabou. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai eu du mal à expliquer la vision que j'avais de l'argent parce que j'en gagnais pas beaucoup et que c'était délicat. Jusqu'au jour où j'ai gagné pour la première fois plus d'argent que la personne avec qui j'étais et que j'ai réalisé que selon mes valeurs à moi, alors le truc c'est qu'il gagnait beaucoup moins d'argent et que c'était aussi un gros feignant. Et là, j'ai réalisé que en fait le fait de gagner peu d'argent ne me dérangeait pas. Par contre, il me fallait un bosseur. Voilà, la valeur travail. Tu pouvais gagner 2000 € de moins que moi, mais si à côté je voyais que tu étais un bosseur, que tu te donnais à fond, là j'avais pas de souci. Par contre, l'inverse, non. Et pour le côté culturel, moi je suis dans un couple mixte, voilà, et ça se passe très bien. Mais encore une fois, il faut cette ouverture d'esprit, il faut que l'autre aussi ait cette ouverture d'esprit. Et surtout, il faut en parler, parce que souvent, pour avoir été dans une relation comme ça, je suis sortie avec quelqu'un pendant très longtemps, qui, un jour, comme ça, au détour d'un repas de famille, chez sa famille, j'ai entendu sa mère dire ouais, moi je supporte pas les Indiens. Okay. Ma mère est indienne. Oh là 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 là. Mais ça faisait peut-être 4 ans qu'on était ensemble. Et alors, lui, il avait déjà vu ma mère, mais c'est vrai qu'il avait vu genre 2 fois. Et c'est là, je me suis dit, mais c'est peut-être aussi cette raison pour laquelle, à chaque fois, il n'a jamais envie d'aller voir ma famille. Et que, voilà. Et c'est vrai que là, tout de suite, à ce moment-là, j'ai su que je finirais pas ma vie avec cette personne-là. Parce que, alors oui, il m'acceptait moi, mais derrière, il n'acceptait pas des choses importantes comme ma famille et tout ça. Donc, c'est super important d'en parler, mais pas juste toi, ta famille, les gens qui comptent pour toi, parce que finalement, c'est un groupe, comme tu disais, c'est un groupe qu'on va prendre. Alors, il est 29. Ouais. Il est 29. Alors, ça va couper dans pas longtemps normalement. La question, pensez-vous que l'on... Alors, non, ça j'ai lu.
Quel conseil pourriez-vous donner à ce couple qui reste ensemble parce qu'ils se connaissent mais sans amour? Ouh là là. Oula. Exactement. Chaud. Alors, ouh là là, mon ami. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas, ça s'appelle de la cohabitation. Ouais, c'est de la cohabitation, ouais. C'est ça, vous êtes coloc en fait. Alors, est-ce que tout le monde est là? Ça a coupé. Ça fait 1 heure. Est-ce que tout le monde est de retour? Est-ce que vous êtes là? Ouais. Philippe, ok. Afficher, connexion. Le sujet est super passionnant, donc on a beaucoup de choses à dire. Vous avez des questions aussi. Et c'est vrai que c'est un sujet passionnant. Je sais plus ce qu'on était Alors, en on train était en train de de dire que les gens qui sont colocs parce qu'ils ne s'aiment pas, mais ils restent ensemble. Ah oui. Alors, je vais commencer si ça ne te dérange pas. Et alors là, je pense que je vais être dure dans mes propos, mais il faut qu'on arrête comme je disais tout à l'heure, de vouloir abaisser son système de valeurs, d'abaisser ce que l'on souhaite juste pour ne pas être seul. C'est compliqué quand on a envie d'être avec quelqu'un, peu importe qui, quand on a juste besoin de présence. Je comprends totalement que ce soit compliqué, qu'on ait besoin chacun d'avoir un partenaire de vie. Voilà, ça je le comprends totalement. Maintenant, je pense qu'à un moment, son bonheur personnel doit être la priorité par rapport à une image que l'on renvoie. Parce que souvent, c'est ça aussi, comme tu disais, c'est par rapport à la famille, par rapport aux amis. Ils ont l'habitude de nous voir ensemble, qu'est-ce qu'on va leur dire, tout ça. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que dans cette situation, je suis heureuse? Et si la réponse est non, alors arrête. Arrête. Avant cette personne, sauf si c'est ton premier amour, avant cette personne, tu as connu des gens. Donc, tu vas en rencontrer après. Et tu sais ce que tu perds, mais tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Tu disais ça dans ta vidéo. Mais ça peut être du bonheur. Ça peut être énormément de bonheur. Donc, si une situation ne te convient pas, arrête. Arrête. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais alors après, c'est moi mon côté extrême, c'est non seulement arrête, mais derrière, applique la politique de la terre brûlée. Les gens brûlent tout. Il faut se faire table rase. La politique de la terre brûlée. C'est que quand tu pars de la situation, tu brûles tous les ponts pour être sûr que plus jamais cette personne pourra revenir dans ta vie après. Tu coupes le truc, tu brûles tout. Mais après, il ne faut pas oublier, attention, ça ne veut pas dire qu'on efface tout ce qui s'est passé, on grandit, mais il faut faire en sorte de ne pas être... parce que si on arrive dans un moment où on vit ensemble, parce que vivre ensemble encore, c'est important, c'est-à-dire qu'on prend des responsabilités ensemble, on a un toit, le toit étant le premier besoin de survie de l'être humain, c'est-à-dire qu'on met ce besoin en joie, en fait, ce qui est un geste extrêmement fort. Donc, si on en arrive là et qu'il n'y a pas d'amour, on se situe dans la situation où j'étais, où tu te retrouves prisonnier dans ta propre maison. C'est-à-dire que même chez toi, n'est pas un endroit où tu te sens en sécurité, en fait. Et ça, c'est le truc, mais il n'y a rien de plus... Là, j'ai lisé quelqu'un qui disait que c'était contre-productif, mais ce n'est pas contre-productif, c'est suicidaire. Mais c'est comme si tu buvais du poison à petit feu. Donc, il faut juste sortir de ça. Il faut sortir de ça. Il n'y a rien de plus... c'est même pas malsain. Tu meurs, en fait, à petit feu à l'intérieur. Parce qu'il y a même chez toi, tu n'es pas chez toi. À quoi ça sert, alors? Non, c'est mort. Non. Il y a une autre question. Alors, serait-ce un frein le fait qu'une famille n'accepte pas la culture de ton partenaire? Oula, pour moi, c'est dans ma liste, il faut que ma mère l'aime, donc oui. Ça va très loin. Bah oui. Pour moi, c'est super important parce que, alors, tu as des gens qui, au début, vont jouer au chevalier servant et dans le sens inverse aussi, des gens qui vont affronter leur famille. Non, c'est lui, c'est elle que j'aime et voilà, basta, tout ça. Sauf que quand tu as toute ta famille qui te tourne le dos parce qu'on n'accepte pas cette personne pour X raisons, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'on le veuille ou non, ta famille reste ta famille. Et après, il faut se poser les bonnes questions. Par exemple, si ma famille avait refusé Benoît parce qu'il est blanc, très sincèrement, j'aurais arrêté de voir ma famille. Parce que à ce moment-là, ça ne correspond plus à mes valeurs à moi. Et je pense que ça, c'est aussi important d'être capable de se dire, ok, c'est mon sang, mais si ça ne va plus en direction de mes valeurs, c'est du racisme. Je suis contre toute forme de racisme. Alors non, j'ai pas envie
même si tu es ma mère, même si tu es mon oncle, je m'en fous, on arrête de se voir. Mais il faut être sûr de ce que toi, tu veux dans la vie et de se dire, voilà, le problème, c'est ça. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'au contraire, ça va totalement à l'encontre de ce que je veux moi? Et dans ce cas-là, bah, tu sais quel choix tu dois faire. Oui, bien sûr. Et là, c'est vrai qu'en fait, il y a famille et famille. Parce que, enfin, personnellement, c'est l'une des rares bénédictions que j'ai, c'est que ma famille n'est qu'amour. Il n'y a personne dans ma famille, que ce soit partenaire, où on se regarde en chien de faïence et où il y a des considérations un peu bizarres. On a des gens qui viennent du Japon, ils sont chez nous, et on a des gens qui viennent de partout, et des blancs, des jaunes. On s'en fiche, on est une famille. Et il faut dire, mon ex-femme, ma mère a dit non, niet nada. Pourtant, la fille, elle est vauclinoise Robertine. Donc, tu ne fais pas plus martiniquais que ça. Tu vois? Donc, d'un point de vue, c'est pour ça que dans ma liste, je sais que ce point est valide. C'est parce que je sais que ma mère ne refusera pas une femme parce qu'elle n'est pas noire ou parce qu'elle n'est pas martiniquaise. Parce qu'elle a prouvé qu'une martiniquaise, ça ne va pas non plus. Elle va te dire non, la fille, parce qu'elle sait, elle me connaît, elle sait ce dont j'ai besoin. Elle sait que j'ai besoin d'une femme qui s'occupe de moi parce que je suis hyper performant dehors, mais je suis sous-performant dès que je rentre à la maison. Je ne sers à rien. Je deviens une loque en fait. Elle a dit il faut une personne qui s'occupe de toi. Donc, si je me retrouve avec, je ne sais pas moi, alors désolé hein, si je vais offenser culturellement des gens, mais si je me retrouve avec une petite indienne ou une petite pakistanaise qui me remplit le ventre, qui tient la maison comme il faut et tout, et qui me fait 14 bébés, alors ma mère elle va dire bingo! Mais c'est ça qui te faut. C'est un peu machiste, ça. Hein. Un peu comme point de vue, mais tu sais, c'est pour ça que j'ai dit, je me suis excusé, j'ai dit attention à ce que je vais dire, prenez ça avec un grain de sel. Mais à ce point-là, elle sait que c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est pas une question de couleur, de machin, de ceci. Il faut savoir, par contre, qu'il faut être sûr que si votre famille, vous la mettez dans ce critère, c'est parce que votre famille veut toujours ce qu'il y a de mieux pour vous et parce que la famille veut ce qu'il y a de mieux pour elle. Voilà. Donc, si on est sûr que votre famille vous aime, vous, alors votre famille saura ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, c'est tout. Oui, très machiste. Désolé, c'était un exemple extrêmement mature, mais c'était une image. Ça avait besoin d'être mature. Ça avait besoin d'être extrême pour que vous compreniez un petit peu l'image. Mais voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Là, on a dépassé l'heure. Bonsoir, comment fonctionne votre couple si c'est pas trop indiscret? Mais oui, on veut savoir. Je pense qu'on parle de moi. On veut les coulisses. Alors, si c'est un peu indiscret. C'est un peu indiscret. Mais alors, dans les grandes lignes, on va dire que dans les grandes lignes, on va dire qu'on se respecte énormément. Pour moi, c'est la base, le respect. On se respecte énormément. On parle beaucoup. On laisse beaucoup de liberté à l'autre. J'ai besoin d'avoir, comme je dis, je suis solitaire, mais j'ai aussi besoin de moments avec mes amis sans mon chéri. Et mon chéri, pareil. Et on parle beaucoup, par exemple, Benoît, lui, il est très romantique. Moi, je ne le suis pas. Au début, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'il ne comprenait pas qu'une femme ne soit pas romantique. Dans son schéma, du coup, une femme, c'est romantique, point barre. Il n'y a pas à chipoter. Et puis, il m'a rencontré. Et il s'est dit, putain, je tombe sur la seule meuf qui n'est pas romantique. Alors que le mec, c'est un gros romantique. Et en fait, on a dû parler, on a dû s'expliquer, on a dû trouver des compromis aussi. Parce qu'en couple, mine de, alors j'ai une liste, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas accepter certaines choses. Par exemple, je ne suis pas romantique, mais j'essaye de faire des choses qui, je sais, alors ce ne sont pas des choses qui me dérangent, parce que je ne fais rien dont j'ai pas envie de faire, que j'ai pas envie de faire. Ça a toujours été comme ça. Et au moins, on sait, je pense que si je fais un truc, c'est parce que ça vient du cœur. Et donc, je vais faire des choses qui, pour lui, vont être romantiques. Et pour moi, je vais juste me dire, bon, bah, je le fais parce que je sais que ça lui fait plaisir. Et c'est des petites choses comme ça. Et lui aussi, il va faire des choses qui, peut-être, à la base, il n'aurait pas du tout fait. Mais il sait que ça va me faire plaisir. Donc, voilà. Et je pense que c'est ça. C'est qu'on a trouvé le bon équilibre entre respect, liberté et compromis. Voilà. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Team Doudou, quoi. On se prend la tête hein, souvent, mais comme tous les couples, hein, ça fait partie du jeu. C'est ça. Alors, ça on a fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a répondu aux questions qui étaient dans le petit point d'interrogation. Mais alors moi, j'ai trouvé vraiment ce live super intéressant. Alors, il y a, comme je disais, il y a beaucoup de choses à dire sur les relations amoureuses. Rien n'est figé.
aucune relation ne se ressemble. Donc, on ne peut pas dire aux gens, faites ci, faites ça, machin, parce que déjà, on n'est pas avec vous, on sait pas, on ne connaît pas justement vos valeurs, on ne sait pas ce qui est important pour vous ou pas. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est d'abord que sachiez ce que vous voulez, vous. Aimez-vous aussi. Avant de vouloir que quelqu'un vous aime, aimez-vous d'abord. C'est la base de la base. Si vous ne vous aimez pas, si vous avez du mal à comprendre l'être génial que vous êtes, bah, quelqu'un d'autre ne pourra pas le faire. C'est ça. On ne peut pas trouver l'amour dans les yeux de quelqu'un d'autre, en fait. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, en fait, l'amour. Ça marche pas comme ça. Comme tu l'as dit, c'est très bien, c'est de la valeur ajoutée. C'est une grosse cerise sur déjà un très gros gâteau, en fait. Si tu n'as pas le gâteau, ça sert à rien d'avoir une cerise. Exactement. Voilà. Accomplissez-vous personnellement et après, ce qui vient, c'est que du bonus, en fait. Alors, moi, je déteste les conflits. Alors, j'ai une question. Alors, les questions dans les points d'interrogation, s'il vous plaît. Je pense qu'on ne va pas non plus trop tarder. Donc, les questions dans les points d'interrogation. Alors, des conseils pour rencontrer des gens. Lieu, activité. Alors, moi, je suis nulle. Alors, je suis désolée, mais moi, je suis hyper nulle. Déjà, j'aime pas du tout qu'on me drague, mais vraiment, je déteste ça. Tous les mecs qui m'envoient des messages là tous les jours, alors ils sont gentils, vraiment, mais je déteste ça. Donc, je crois que pour les conseils, les lieux, comment faire, machin, moi, je suis très nulle. Je suis très, très nulle à ce niveau. Je crois que reste toi-même, sois authentique, n'aie pas peur de dire la vérité dès le départ. S'il y a des choses que tu n'aimes pas, dis-le. Bien sûr, au début, on a toujours envie d'enjoliver le truc parce qu'on veut paraître sous son meilleur jour. Sauf que si la relation perdure, ben, on verra aussi le côté un peu moins joli des premiers jours. Donc, je me dis, si on le sait depuis le début, c'est bien. Sinon, il y a TikTok. Sinon, il y a TikTok, ouais, grave. Sur TikTok, tu vas trouver quelqu'un, c'est sûr. C'est fou. Ah non, moi, je ne peux pas répondre à cette question, sinon je ne serais pas célibataire depuis plus d'un an et demi. Donc, je ne peux pas te dire. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je marche dans la vie et puis ça passera, ça viendra quand ça viendra, c'est tout. Exactement. Tout. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on peut terminer sur ces jolis mots. Ça viendra quand ça viendra. Ça viendra quand ça viendra. En tout cas, merci pour ce live. C'était vraiment super, merci sympa. Merci pour l'invitation et merci pour les questions, la patience et merci pour l'écoute. À très vite pour toutes les personnes de ma communauté. Et tout à l'heure à 20h40, j'ai un autre live. Alors, c'est pas sur ma chaîne, c'est sur Flawless World. Si je dis pas de bêtises, je l'ai mis en story, regardez. 20h40. Voilà, je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Bye bye.